Ici Abidjan Regard est disponible et téléchargeable gratuitement. Ici Abidjan Regard, c'est plus de photos, moins de tests, un contenu plus soft et mieux affiné. Ici Abidjan Regard, nous croisons tous les regards de ceux qui font Abidjan. Bonjour à tous. Je reçois un confrère, David Youan, le directeur et fondateur d'Alert Info, un précurseur de l'information numérique en Côte d'Ivoire et aussi dans la sous-région ouest africaine. David, bonjour. Bonjour. Et David Youan, vous êtes aussi le président du réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. Alors, autorégulation et environnement économique des médias numériques en Côte d'Ivoire. Quel mécanisme pour favoriser des entreprises de presse crédibles et viables? C'est le thème du prochain séminaire qu'organise le réseau à Grand Bassam. Tout à fait. Ce sera en début de semaine prochaine. Ce sera une rencontre entre des professionnels de l'information numérique. Quel état des lieux faites-vous déjà du secteur? Le but même de ce séminaire et l'objet de ce séminaire découle en réalité de l'état des lieux. Et l'état des lieux, c'est que nous sommes dans un environnement qui est plus miné par l'informel, qui est plus dominé par beaucoup d'entreprises qui ne sont pas viables, qui n'ont pas de modèle économique assez je dirais cohérent ou formel. Et donc c'est tout cela qui nous a amené, n'est-ce pas, à susciter ce séminaire-là pour voir dans quelle mesure nous pouvons réfléchir et proposer des pistes de solutions pour qu'il y ait des entreprises de presse numériques crédibles dans un premier temps et ensuite viables. Alors, mais en 9 années d'existence, en 9 années d'existence, c'est la première fois que le réseau organise un tel séminaire autour de l'autorégulation. Pourquoi? Écoutez, c'est vrai que pourquoi tant de temps d'attente? C'est vrai que le réseau existe depuis 9 ans. Et même, je voudrais même ajouter que le séminaire en question, c'est le tout premier séminaire qui est dédié même à la presse numérique, exclusivement à la presse numérique en Côte d'Ivoire. Donc il n'y a pas encore eu des réflexions qui ont pu réunir les acteurs de ce secteur-là dans notre pays. Donc ce sera un rendez-vous fondateur. Exactement, exactement. Et pourquoi tant d'années? Il fallait d'abord structurer, organiser, et puis essayer de faire la promotion de notre secteur. Comme je le disais tantôt, nous sommes dans un secteur qui est plutôt miné par l'informel. L'informel, pourquoi? Parce que la loi sur la presse, donc la loi de 2004, qui régit les organes de presse en Côte d'Ivoire, ne prend pas en compte de façon concrète, je dirais, toute la spécificité des entreprises de presse numérique. Donc, lorsque le législateur, justement, mettait en place, imaginait donc ces mécanismes pour encadrer le secteur de la presse en Côte d'Ivoire, cette loi date de 2004, cette loi n'a pas pris en compte, par exemple, la création d'une entreprise de presse numérique, son fonctionnement, etc., etc. Et donc, ce qui favorise l'informel. L'informel n'est pas lié au fait que, n'est pas lié à la volonté des web entrepreneurs, non. L'informel est juste lié à la législation qui ne prend pas en compte donc ce secteur-là. Mais c'est à nous acteurs de ce secteur de nous asseoir, de réfléchir et d'essayer de montrer donc aux autorités et à tout le monde qu'il faut prendre en compte ce secteur parce que c'est un secteur qui n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, qui est né donc à la faveur du développement du numérique, des nouvelles technologies un peu partout. Donc ce n'est pas un secteur qui est propre à la Côte d'Ivoire. Certains sont passés par la case par laquelle nous sommes aujourd'hui, et donc il faut simplement les regarder et puis essayer de faire comme eux. Il y en a qui pensent que le web offre plus
de facilité. Et en même temps, c'est un outil de liberté, malheureusement, qui bascule dans le libertinage. Tout à fait. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas tout cela qui pénalise quand vous parlez de fragilité des entreprises, de ces entreprises-là? Est-ce que ce n'est pas aussi cela qui les fragilise davantage? De mon point de vue, je pense que c'est plus une question de méconnaissance. Parce que quand on parle de facilité, en réalité, il n'existe pas de facilité. Je dirais que c'est un trompe-l'œil, parce que ce n'est pas parce qu'on est une entreprise de presse numérique qu'on ne paye pas de salariés. Ce n'est pas parce qu'on est une entreprise de presse numérique qu'on n'a pas de charges fiscales et sociales. Ce n'est pas parce qu'on est une entreprise numérique qu'on ne paye pas de TVA, qu'on ne paye pas de loyer et tout. Non, on a toutes les charges, on est confronté aux mêmes réalités qu'une entreprise de presse classique, une entreprise classique de toutes les façons. Donc je pense que c'est plus lié à une méconnaissance du secteur. Certes, le numérique offre certains avantages. Moi je parlerais plutôt d'avantages et non de facilités. Certains avantages, il y a l'immédiateté, il y a l'instantanéité, il y a pas mal d'éléments, et puis aussi il y a le facteur géographique qui n'existe quasiment pas, de frontières. Qui n'existe quasiment pas. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui est en train d'être regardé à Paris, à Washington, à Pékin, un peu partout dans le monde, et ça, ce sont les avantages, je dirais, du numérique et non pas les facilités, comme on le dit. Alors, que vise ce séminaire? Vous en parliez très rapidement. Qu'est-ce que on peut attendre de ce séminaire-là? D'abord, il s'agit pour nous de faire l'état des lieux, sans complaisance. Sans complaisance. La presse en ligne est malheureusement sujette de beaucoup de préjugés. Donc c'est de nous asseoir, d'où viennent ces préjugés, de réfléchir et d'essayer de trouver des solutions pour faire face, n'est-ce pas, à tout ce qui peut amener les entreprises de presse à ne pas être crédibles. Dans un premier temps, nous avons un gros problème de crédibilité dans l'ensemble. Je dis nous parce que c'est vrai, individuellement, il y a quelques entreprises qui sortent du lot. Mais quand on regarde de façon générale, on se rend compte que nous sommes mis tous dans le même panier. Donc, nous sommes confrontés à un problème de crédibilité dans un premier temps. La crédibilité passe aussi par la qualité des journalistes qui travaillent, c'est-à-dire leur formation. Tout à fait, tout à fait. Ce sont les mêmes journalistes, ce sont les mêmes acteurs, ils sortent des mêmes écoles, ils ont fait les mêmes formations et tout, en général. Mais je pense que c'est plus les avantages qu'offre le numérique qui permettent donc un certain nombre de dérives. Et c'est surtout lié au fait qu'il n'y a pas de mécanisme pour encadrer justement les médias numériques. Donc dans un premier temps, il s'agit de faire l'état des lieux. Dans un deuxième temps, il s'agit pour nous de proposer des pistes de solutions pour pouvoir créer, n'est-ce pas, un organe d'autorégulation. C'est le but de ce séminaire. À la fin de ce séminaire, par exemple, nous devrons donc avoir un organe d'autorégulation sous le modèle de celui qui existe actuellement et qui ne fait que l'autorégulation de la presse écrite, c'est-à-dire l'OLPED. Donc un pendant de l'OLPED qui va se charger exclusivement de l'autorégulation de la presse numérique. Mais il n'y a pas que l'autorégulation, il y a aussi l'environnement économique dans lequel évoluent les entreprises de presse numérique. Nous avons certaines spécificités qui font que nous sommes confrontés à beaucoup de réalités. Et donc, cette spécificité ou ces spécificités font que nous sommes obligés, nous, acteurs du secteur, et surtout les web entrepreneurs, de proposer des mécanismes au pouvoir public. Des mécanismes, entre autres, des avantages fiscaux, des exonérations, etc., pour que nos entreprises puissent être viables. Alors, mais comment sera structurée la réflexion autour de ce thème? Il est très vaste. Je le reprends très rapidement. C'est autorégulation et environnement économique des médias numériques en Côte d'Ivoire. Quel mécanisme pour favoriser des entreprises de presse crédibles et viables? Alors,
Comment va se structurer la réflexion? Nous avons mis en place 3 commissions. La première commission est chargée de réfléchir sur les mécanismes d'autorégulation de la presse numérique. La deuxième commission est celle qui sera chargée de réfléchir sur l'environnement économique. Donc, quel environnement économique pouvons-nous suggérer, n'est-ce pas, aux décideurs pour que les entreprises de presse numérique en Côte d'Ivoire puissent être viables. Et enfin, la troisième commission, c'est celle qui sera chargée de réfléchir pour mettre en place, pour créer véritablement un organe d'autorégulation. Je voulais dire au passage que ce séminaire bénéficie de l'appui de l'UNESCO, du bureau de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, que nous remercions déjà au passage, qui nous a accompagnés, qui a tout de suite accepté de nous accompagner donc, pour ce séminaire. Est-ce que vous direz, comme certains, que l'avenir de la presse en Afrique aussi passera par Internet ou passe par Internet? Je dirais oui, d'une certaine façon, parce que aujourd'hui, quand on regarde un peu les différentes mutations au niveau du numérique, ça va tellement vite, on a l'habitude de le dire et tout. Il est évident, il paraît évident, sinon que l'avenir de la presse aussi passe par le numérique, par une adaptation des médias classiques qui existent déjà, donc au numérique, et aussi par les innovations qu'offre le numérique en matière de création de médias. Est-ce que c'est un secteur qui peut être pourvoyeur d'emplois? Bien sûr, il est déjà pourvoyeur d'emplois, ce secteur, il est déjà pourvoyeur d'emplois. C'est d'ailleurs pour cela que nous voulons amener les autorités à nous encadrer, à s'intéresser d'abord à ce que nous faisons, de très près. Je ne dis pas qu'ils ne s'intéressent pas à ce que nous faisons, mais de plus près encore, s'intéresser à ce que nous faisons. Et puis d'avoir une oreille attentive à nos préoccupations, à nos réalités, aux réalités que nous vivons, les réalités de chefs d'entreprise, de beaucoup de chefs d'entreprise, de web entrepreneurs qui doivent payer des impôts, qui doivent payer les déclarations sociales, qui doivent payer aussi les salaires au même titre que tout le monde. Donc nous sommes confrontés à toutes ces réalités et pour nous, c'est d'amener justement l'État à nous accompagner de sorte que les emplois que ce secteur-là crée déjà puissent être des emplois stables et pérennes dans un premier temps, et puis pourquoi pas en créer un peu plus. Davantage. Alors, la presse en ligne appartient au vaste univers du web. Tout à fait. Et en Côte d'Ivoire aussi, est-ce que aujourd'hui la presse en ligne ou le web, plus précisément, est-ce que le web peut être un facteur de croissance? C'est la question que nous avons posée récemment au ministre porte-parole du gouvernement en charge des nouvelles technologies, de l'information. Il était à l'ouverture d'Africa Web Festival. Je vous propose de l'écouter. Pour faire du web un facteur de croissance, il faut créer un écosystème qui, de notre point de vue, doit être le plus favorable possible, à la fois pour attirer l'investissement public, pour attirer l'investissement privé, pour sécuriser l'investissement privé, faire en sorte que les acteurs n'aient pas peur d'être sur le marché, et donner confiance aux utilisateurs. Et c'est ce que nous avons fait, par exemple, en Côte d'Ivoire. Et dans le même temps, nous créons les voies d'accès avec plusieurs milliers de kilomètres de fibre optique. Notre objectif étant d'interconnecter tous les chefs-lieux des départements. Il faut dans le même temps faciliter l'accès à l'équipement terminal. Donc l'accès individuel pour ceux qui le peuvent, mais également l'accès collectif quand les populations ne peuvent pas acquérir à titre individuel un équipement. Et il faut promouvoir le contenu, parce que les populations n'iront pas vers ces technologies si elles n'y voient pas un intérêt. Et cet intérêt, il peut être ludique, mais il peut être également un intérêt économique. Il peut être juste un intérêt de communication avec l'extérieur. Donc là aussi, il faut créer cette appétence chez les consommateurs. Et puis il faut former
Il faut former nos jeunes, faire en sorte que la jeunesse, dès l'école primaire, dès le collège, puisse se familiariser avec l'outil informatique. Et notre ambition, c'est que demain, en arrivant à l'université, chaque étudiant ait une parfaite connaissance des technologies de l'information et de la communication, soit un utilisateur, soit capable de programmer un minimum. Avec cela, je pense que nous allons créer une génération complètement différente, capable de produire davantage pour nos États. Comment réagissez-vous à tout ce qu'il a dit? C'est un vaste programme qu'il a décrit. Oui, ce que je retiens de l'intervention du ministre Bruno Koné, c'est la part de l'État. C'est la part de l'État dans cet objectif qui est assez vaste. La part de l'État, c'est quoi exactement? C'est en résumé de mettre en place les infrastructures, voilà, de promouvoir également l'accès à tous ces outils et de les d'encadrer tous ces utilisateurs-là. Et je pense que si cela est fait, il appartient maintenant aux acteurs du secteur que nous sommes de se lancer véritablement dans l'entrepreneuriat. Si les infrastructures sont conformes aux normes internationales, si la promotion et l'accès à ces infrastructures-là, je pense, sont équitables pour tout le monde. Voilà. Et quand je dis pour tout le monde, c'est en termes financiers, en termes de bourse également. Donc, je pense que c'est la part de l'État et il faut que l'État fasse véritablement cette part et aussi les acteurs, je pense, pourront également faire leur part. Très bien. Je disais tantôt que vous êtes aussi le fondateur d'Alerte Info, qui est un précurseur de l'information numérique. Comment se porte aujourd'hui Alerte Info? Mais Alerte Info a 9 ans aujourd'hui. Un bon bout de chemin quand même parcouru de 2006, octobre 2006 à maintenant décembre 2015, et bientôt 10 ans que l'entreprise existe. Nous avons commencé il y a 9 ans seulement à Abidjan, avec un personnel de 4-5 salariés. Aujourd'hui, nous sommes dans 5 pays, implantés formellement dans 5 pays. Lesquels? Nous sommes en Côte d'Ivoire, donc où se trouve la maison mère. Ouais. Nous avons 4 autres succursales qui fonctionnent actuellement, qui sont au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal et au Cameroun. C'est notre seule représentation d'ailleurs en Afrique centrale pour le moment. Et voilà, nous avons une trentaine de salariés aujourd'hui. Nous avons commencé par la technologie du GSM, donc le SMS, mais aujourd'hui nous sommes en train de basculer un tout petit peu dans le multimédia avec l'évolution donc des technologies. Nous avons une application Android pour smartphone qui permet à nos abonnés de recevoir l'actualité sur leurs terminaux en test photo, vidéo, audio. Et puis nous avons d'autres projets d'ouvrir encore d'autres succursales, notamment en France ou au Gabon. Mais qu'est-ce qui a été le plus dur à faire toutes ces années-là? Ben, je pense que je me pose tout le temps la question. J'y réfléchis, j'essaie de faire chaque fois le bilan, j'essaie de regarder dans le rétroviseur. Pour ma petite expérience de chef d'entreprise, il y a 2 facteurs qui sont contraignants. Je pense que le premier facteur tout de suite qui a été récurrent et qui est toujours récurrent, c'est le problème des ressources humaines en Afrique. Le problème des ressources humaines, c'est vrai que quand je dis en Afrique, c'est l'expérience que je connais, donc je ne peux pas généraliser. Avoir de bons journalistes. Pas de bons journalistes seulement, mais un bon personnel. Pas seulement bon en termes de compétences, mais aussi fidèles, loyaux, qui comprennent le projet, qui épousent cette idée et qui s'y lancent. Malheureusement, nous sommes dans un environnement, je ne plains pas la jeunesse, mais c'est l'environnement dans lequel nous sommes qui est ainsi. Nous sommes dans un environnement qui est tel que chacun cherche tout de suite à manger quelque chose, à avoir un petit bout de pain chaque fin du mois, ce qui n'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais en soi.
Mais pour un début, quand on commence, je dirais une aventure, j'aime pas trop le terme aventure, mais quand on commence une activité pareille, voilà, un projet, ça implique tout de suite des sacrifices, ça implique tout de suite de la privation, ça implique tout de suite le fait de mettre son ego et ses besoins personnels de côté, et puis d'avoir surtout l'intérêt général comme pensée, comme réflexion. Le deuxième gros handicap, c'est l'environnement exogène. Donc le premier facteur, c'est un facteur plutôt endogène. Le deuxième, c'est un facteur plus exogène. C'est plus lié à l'environnement ici en Afrique. Voilà, des entreprises qui sont confrontées. Voilà, quand vous créez une entreprise, vous n'avez pas 2 ans, 3 ans, 1 an d'observation. Voilà, tout de suite, les impôts, toutes les charges sont là et vous devez faire face à toutes ces charges-là. Donc, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de privations pour pouvoir tenir. Donc, je pense que ce sont ces 2 choses-là. Mais en 9 ans, je ne retiens pas que ces choses. Il y a aussi la satisfaction éditoriale. Voilà, exactement. Le fait de réussir à informer des personnes qui sont surinformées, c'est ça le but de Alerte Info, l'actualité par SMS et sur application mobile, d'informer des personnes qui sont surinformées. Quand je dis surinformées, ce sont des ministres, ce sont des hommes d'affaires, ce sont des diplomates, ce sont des officiers de police, des gendarmeries, ce sont des agents du système des Nations Unies. Réussir à les informer chaque jour. Alors qu'ils sont au cœur. Ils sont au cœur de l'actualité, ils font souvent l'actualité. C'est cela l'aspect le plus intéressant et on en tire vraiment une très grosse expérience. Combien d'abonnés vous avez maintenant? Environ 500 pour tous les pays. On n'a pas beaucoup d'abonnés, mais la qualité des abonnés que nous avons nous permet Et puis nous avons aussi des partenariats avec des opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, deux opérateurs en Côte d'Ivoire, un opérateur au Mali, un opérateur au Cameroun. Donc cela nous permet aussi Et puis nous avons aussi d'autres abonnés qui sont des médias, voilà, des journaux en ligne et tout, même des journaux papier et tout ça, des gros titres qui sont abonnés donc à notre service. Voilà, merci David Diouan, merci d'être passé par chez nous. C'est moi qui vous remercie et à très bientôt. À bientôt. Ici Abidjan Regard est disponible et téléchargeable gratuitement. Ici Abidjan Regard, c'est plus de photos, moins de tests, un contenu plus soft et mieux affiné. Ici Abidjan Regard, nous croisons tous les regards de ceux qui font Abidjan.